Tous, et merci d'être venus ce soir pour cette soirée qu'on a organisée avec l'association Des mots pour rêver. C'est une association qui a pour objectif de promouvoir l'art et la culture à travers l'imaginaire. Donc cette soirée, elle est faite en 3 étapes. Donc la première étape, ça sera un conte présenté par le marcheur de plumes qu'il a écrit et qui va vous conter dans quelques minutes. Et le conte sera illustré par des tableaux que j'ai créés. Donc mon nom d'artiste est Aurore Cristalline, si vous souhaitez me suivre, c'est possible. Ensuite, la deuxième partie, ça sera le film d'animation La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt, que vous présentera Stéphane. Et la dernière partie, du coup, après le film, on aura un petit temps d'échange un peu philosophique sur les enseignements du film qu'on aura vu. Des yeux rougis par les larmes et harassés, regardent sans trop y croire à travers la fenêtre. Une forêt, à perte de vue. Et c'est là désormais qu'il va vivre jusqu'à nouvel ordre. Le jeune garçon de 12 ans détache son regard de la fenêtre et monte se coucher dans sa nouvelle chambre. Mais il ne trouve pas le sommeil. Les images de l'attaque du château le hantent. Son père, le roi, a été renversé et lui n'a été sauvé que grâce à l'un des derniers soldats de son père qu'il a emmené et qu'il a caché ici, dans la forêt. Comme le nouveau roi souhaite éradiquer toute la descendance de l'ancien, il doit rester caché. Les seuls contacts qu'il a sont avec le soldat un peu bourru qu'il a sauvé par fidélité et par principe. Le soldat travaille à la ville afin qu'il ait de quoi manger, de quoi vivre. Et c'est tout. Il reste seul, isolé dans cette maison perdue au fin fond des bois. Et en grandissant, il prend conscience de ce qui s'est passé et il commence à ruminer une rancœur et une vengeance envers cet homme qui le prive de sa vie, qui le prive de la joie de vivre et du bonheur d'exister. Les années passent, et fort heureusement, en grandissant avec l'âge adulte qui arrive, son visage a changé, son corps a changé. Il ne ressemble plus au petit garçon de 12 ans qu'il était autrefois. Il peut donc désormais sortir de la cabane au fond des bois et se fait passer pour le fils du soldat. Il découvre la nature, redécouvre le monde, rencontre d'autres personnes à la ville. Et un beau jour, alors qu'il se promène dans la forêt, il rencontre une femme étrange. Elle est grande, elle ne semble pas vêtue, pourtant elle est comme couverte de plumes, comme d'un gros pull duveteux. Elle a des ailes autour de ses épaules qui descendent sur ses hanches. Elle va vers lui et elle lui demande comment ça va. Pourquoi il a l'air triste alors qu'il est dans la nature, alors qu'il est en vie. Il lui partage son histoire. Et cette femme, attendrie par ce qu'elle entend, décide de l'aider. C'est la gardienne de l'air, ainsi qu'elle se présente. Elle connaît toute la forêt par cœur. Elle connaît tous les animaux, toutes les fleurs, tous les arbres. Et elle se met en tête, pour devoir,
de redonner à ce jeune homme le plaisir d'être en vie. Elle lui montre les merveilles de la nature, elle le refait sourire, et progressivement, elle nourrit en lui la légèreté de l'existence. À la ville, il se porte mieux. Il se fait plus d'amis, il est plus enthousiaste, il parle davantage avec les gens. Et un jour, au marché, un homme encapuchonné dans une cape flamboyante lui confie un œuf en lui disant de le poser dans sa chambre, sur sa table de nuit, de lui parler le matin et le soir, et de prendre grand soin de cet œuf. Voilà, parti avec son gros œuf sous le bras, et au retour dans la forêt, il rencontre la gardienne de l'air. Il lui présente l'œuf, lui disant qu'il n'y croit pas trop, il trouve ça vraiment étrange, et dans un sourire, elle lui suggère quand même d'écouter le vieil homme. Le temps passe, les jours passent. Et un soir qu'il rentre chez lui, l'œuf n'est plus là. Il y a un oiseau sur le rebord de sa fenêtre, tout de feu et de flammes, qui lui parle lui aussi. Je crois savoir pourquoi on m'a confié à toi. Tu as quelque chose de vide, de mort en toi, et je suis là pour le régénérer. Le phénix, donc, apprend à cet homme à goûter pleinement la vie, à vivre, à raviver la flamme en lui qui était morte. Et progressivement, cette flamme de vie et de plaisir remplace la flamme froide de la vengeance qui était dans son cœur. À la ville, il est très apprécié, il est très populaire. Ce garçon qui avait toujours, pendant des années, espéré venger son père, reprendre son trône, reprendre sa place, commença à mettre ce projet de côté. Il profitait pleinement de sa vie dans la nature, de sa vie dans ce nouveau monde, dans ce nouvel espace auquel il pensait n'avoir pas sa place. Et en se promenant dans la forêt, avec le phénix, avec la gardienne de l'air, il a remonté la rivière qui coule entre les arbres. Il est remonté jusqu'au pied de la montagne. Il a gravi un peu la montagne, et au creux de la montagne, il a trouvé un endroit magique. Un endroit où il fait bon vivre, bon se ressourcer. Et ce jeune homme, qui vivait pendant des années de vengeance, a complètement abandonné tous ses rêves de revanche, de meurtre. Il a trouvé bien plus que ça. Là où il avait atterri, il a trouvé la sérénité et la plénitude de la vie. Michael Bullock de Witt, né en 1953. Ce monsieur est un grand voyageur. Il est né en Hollande, il est passé par Genève, il est passé par Londres, et il a étudié les beaux-arts, il a étudié le dessin et la gravure. C'est un grand lecteur de bande dessinée. Alors pour gagner sa croûte, il a fait des films publicitaires, il a même été jusqu'à travailler avec Disney, ça n'a pas bien marché. Il a essayé de développer des films d'animation, il a eu beaucoup d'échecs, ça n'a pas fonctionné. Et il a travaillé aussi avec les différents studios d'animation français que j'ai cités. Bon, alors, le succès arrive tardivement, par un court-métrage. Là, le festival d'Annecy vient de se terminer, et effectivement, il a été reconnu à Annecy
ce qui est intéressant, c'est Le Moine et le Poisson en 94, que vous trouverez dans le bonus du DVD de La Tortue Rouge, hein, si toutefois vous avez envie de les voir. César du meilleur court-métrage en 96. En 2000, Père et Fils, prix du meilleur film d'animation à Clermont-Ferrand et l'Oscar du meilleur court-métrage. Et enfin, en 2006, un film beaucoup plus surréaliste, impressionniste autour de la Rome du thé. Il y a un fil conducteur, l'histoire de la famille, de la transmission, et l'histoire aussi du rapport entre les humains et le monde animal qu'on va retrouver dans La Tortue Rouge de ce soir. Le film qu'on voit ce soir est un peu un ovni, puisqu'en fait c'est une coproduction France, Brésil et Japon. Alors, le projet vient de Takahata. Takahata, c'est un grand réalisateur du studio Ghibli, qui bosse avec Miyazaki, qui, au moment où Miyazaki lui annonce qu'il prend sa retraite, il se dit il va falloir qu'on se renouvelle, et il regarde un peu, justement, dans les festivals, les courts-métrages qui ont du succès. Et il voit les courts-métrages de ce réalisateur, il dit ce type, il a quelque chose. Et donc, il prend contact avec lui via une société de production. Alors, il y a plusieurs sociétés de production qui discutent, notamment avec Ghibli, et il y a Why Not Production de Paris, qui fait alliance avec Belle Vision de Bruxelles, et à un moment donné, il trouve de l'argent, et le film rentre en pré-production, ça va durer pas mal de temps. Et le moment clé, c'est la sélection à Un certain regard à Cannes. C'est très rare qu'il y ait des courts-métrages à Cannes. Et là, il a un prix spécial. Et ensuite, il est sélectionné au Festival d'Annecy. Vous voyez, donc en fait, là, le cercle vertueux continue, avec beaucoup de temps qui s'est passé. Le film va devenir un film, j'ai envie de dire, presque culte aujourd'hui. Alors, ce film, c'est pas uniquement Dudok de Witt qui le fait. Il va travailler un point faible du film au début, c'est le rapport au féminin. Vous voyez, là, on a les petits dessins préparatoires, on a la question de l'homme et de la femme. Et donc, il va prendre une réalisatrice, Pascal Ferrand, pour mieux écrire la question du rapport au féminin qui est centrale dans ce film. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez en savoir plus, effectivement, il y a dans le bonus du DVD 1 heure pour savoir un petit peu comment ça s'est produit, cette histoire. Pour faire court, on a un travail d'écriture qui s'est étalé de 2007 à 2013. Le réalisateur a été aux Seychelles, donc il a pris des photos, il a fait des repérages sur place. Et aux Seychelles, il a trouvé une tortue échouée. Et à partir de là, il y a une conscience qui s'est faite. C'est un peu quand on évoquait Tom Moore le mois dernier, où Tom Moore avait été scandalisé de voir ces petits phoques qui étaient morts sur la plage. Vous voyez, donc c'est le rapport concret à l'animal. Et au début, il avait l'idée de travailler sur le rapport entre l'eau et le ciel avec un personnage d'oiseau. Il a décidé, et ça a été tout le travail finalement, d'épurer son histoire, d'oublier la question des oiseaux. Le prochain film qu'on fera, ça sera sur la question d'Icare et du vol, mais de se concentrer sur la question du rapport à l'eau et aux marins. Donc forcément, quand on crée quelque chose, on est inspiré par des créateurs. Donc je vais vous montrer quelques petites images. Alors le studio Ghibli, il est fan du Dudok de Witt, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, de Miyazaki. Et c'est vrai que le studio d'animation est très sensible à la nature, il y a une vision très très zen, et contrairement à Disney, on a vraiment des animations qui sont souvent assez dépouillées. Voilà, et c'est ce qu'on va retrouver là. Alors, petite question, on va voir si vous êtes un peu cinéphile. Est-ce que vous connaissez ce film? Donc c'est un film de Takahata, hein, qui a été à l'origine du projet, de la jeunesse du projet de La Tortue Rouge. Est-ce que vous connaissez ce film? Non. Alors c'est un film très triste qui s'appelle Le tombeau des Lucioles. Voilà. Si vous voulez, c'est un film qui va questionner le traumatisme japonais de la guerre entre les USA et la destruction causée par les États-Unis, et l'histoire d'un frère et de sa sœur qui vont se retrouver face à la question de la survie. La question de la survie, d'ailleurs, vous allez voir, elle peut être liée au thème du film, mais le film de ce soir n'est pas uniquement un film là-dessus. Mais il y a d'autres... Cette thématique, justement, de la précarité, hein, qui est... Et là, on a un film un peu plus gai, qui est un film de Miyazaki, qui est plus lié au film qu'on a vu le mois dernier. Est-ce que vous connaissez ça? Alors, je vous donne le résultat. Pogno sur la falaise, c'est l'avant-dernier film de Miyazaki, toujours sur la question des esprits ou des élémentaux, enfin, qui sont dans l'eau. Et des petites filles aussi, de la question de la métamorphose. Hein. C'est un thème qu'on a vu dans le Chant de la mer et qu'on va revoir ce soir, la métamorphose. Voilà. Alors, il est évident que ce film, vous allez voir, convoque le motif du naufragé, qu'on va retrouver bien entendu
chez Robinson Crusoe, hein, adapté au cinéma par Louise Buñuel, vous voyez, et le roman de Daniel Defoe. Mais c'est plus que ça, hein. Il ne va pas y avoir de vendredi dans notre histoire. Alors, par contre, vous allez voir qu'un truc intéressant, c'est une influence au niveau du dessin de la ligne claire d'Hergé. Et effectivement, Hergé, hein, quand il fait ce diptyque magnifique qui a été très mal adapté au cinéma par Spielberg, eh bien, il est dans l'idée de chercher des trésors et d'aller dans des îles mystérieuses. La ligne claire est un système vraiment très simple, où il n'y a pas d'ombre portée. Et là, on va vers une épure, et c'est un peu tout le génie d'Hergé qui fait que Tintin parle dans le monde entier par la simplicité des traits et aussi, on va dire, la qualité des décors et de l'animation. Alors, on va avoir des influences au niveau de la peinture dans ce film, notamment les paysages de Aku Kawase, un peintre japonais. Et bien entendu, on va avoir une scène dans le film qui va évoquer ce chef-d'œuvre, Okusai Manga. Hein. D'ailleurs, le mot manga, pour info, ça veut dire les images du monde flottant. C'est-à-dire que l'idée de l'impermanence du vivant. Donc vous voyez par exemple dans ce tableau, les êtres humains, ils sont dans des petites barres qui sont minuscules face au gigantisme de la nature. Voilà. Alors, rapidement, parlons un peu de technologie. C'est un film qui mélange les technologies. Donc, Dudok de Witt va travailler au fusain, il va coloriser, il va placer des personnages dans des scènes, il va travailler d'après photo, il va vraiment, vous allez voir, je vous montrerai des petites images, travailler le caractère design, on appelle ça. Il va, bien entendu, trouver le langage BD d'Hergé avec les émotions, et on est dans un style réaliste simplifié, on va dire, hein, pour ce... Il va travailler la 3D, donc là on est en 2D jusqu'à présent, mais la tortue va être travaillée en 3 dimensions avec un ordinateur. Voilà. Et pour les acteurs, il va utiliser James Thierry, qui est le petit-fils de Chaplin, parce que vous allez voir que le héros principal, il lui arrive plein de trucs où il va énormément jouer avec son corps. Et donc la capture de mouvement de James Thierry va être, via un ordinateur, va venir implémenter les dessins animés en 2D, ça va leur donner une espèce de dynamique particulière. Et donc les personnages sont très vivants, plus que dans les films de Disney par exemple. Voilà. Donc ça c'est l'équipe, Dudok de Witt il est là, et pour faire ce film, il faut tous ces gens-là. C'est intéressant quand même. Et ça on est à Angoulême, puisqu'en fait le projet il a des financeurs un peu partout, mais à un moment donné il y a des phases. Alors tous ces gens-là c'est des intervallistes, puisqu'en 2D, on fait par exemple, pour quelqu'un qui lève la main, il va y avoir 1, 2, 3 dessins, vous voyez. Donc c'est tout un travail un peu à l'ancienne, qui va énormément, après la couleur, et puis vous voyez la maquette de la tortue qui est là. Voilà, alors là c'est un peu pixelisé, mais vous voyez tout le travail de caractérisation de personnages qu'il a fait, avec les personnages, différentes tailles, différentes étapes. Il va travailler aussi ce qu'on appelle un storyboard, une forme de bande dessinée. Alors là c'est la scène du dépeçage du phoque, donc elle va être découpée, et ensuite les intervallistes vont travailler les mouvements par rapport à ce schéma de base. Après, il va aussi beaucoup chercher à mettre des ambiances, c'est-à-dire que il va se dire, ce film, ça se joue sur des couleurs. Vous voyez le rapport entre le vert et le gris, hein, l'espoir et puis la mort. Hein. Donc ce film va jouer sur ces deux ambiances. Après, il va aussi développer l'idée, c'est pour ça que là, c'était à l'époque où il y avait un oiseau qui devait arriver. Hein. L'oiseau va disparaître, mais il y avait quand même l'idée que le personnage, à un moment donné, il prend de la hauteur en montant sur un arbre. Cette question de prise de hauteur et de voyage du personnage en dehors de l'élémentaire va être résolue par quelque chose que je vous invite à découvrir et dont le sens pourra être questionné. Parce que le film nous amène à différents niveaux. Voilà, on n'est pas uniquement dans le réel tout le temps. Alors, les bébés tortues, vous voyez le caractère design, donc vraiment un gros travail qui a duré quand même 3 ans. La musique, elle est assez importante, vous allez voir, parce que ce film, il n'y a pas beaucoup de paroles, hein, on en reparlera après. Et c'est Laurent Pérez Delmar, qui est un habitué du cinéma un peu d'animation, qui a fait une très belle musique, voilà. Donc, je vous ai donné l'ambiance générale. Donc, l'idée, c'est de discuter après sur ce film, voir qu'est-ce que vous avez ressenti, parce que c'est vraiment une expérience sensorielle. À quoi ça nous fait réfléchir, parce qu'il y a quand même des thèmes importants. Essayer de repérer les différents personnages. C'est des personnages qui ont un parcours, ils partent d'un point A pour aller à un point B. Il y a des images aussi qui vont vous marquer, c'est fait exprès dans les films d'animation. Qu'est-ce que veulent dire ces images? Et puis après, on se posera la question, comme dit Jodorowsky, la vie est un conte. Donc qu'est-ce que ce conte en images dit de nos vies aujourd'hui,
nous, habitants de la Terre au XXIe siècle. Et je pense qu'il y a des choses à découvrir, mais ça on le découvrira ensemble après le film. Bonne projection tout à l'heure.